Hiver 1941. La guerre fait rage dans toute l'Europe, l'Asie et l'Afrique depuis plus de 2 ans. Des millions de civils vivent dans la peur en Europe occupée, tandis que d'autres subissent d'inimaginables atrocités dans les prisons et les camps de concentration. En Afrique, les combats continuent entre les Alliés et les puissances de l'Axe. Les bombardements de la Chine par les Japonais ravagent ce vaste pays. Les Britanniques avaient, de leur côté, résisté au terrible Blitz et à ses bombardements incessants. Winston Churchill et le peuple britannique surveillaient Hitler, engagé dans sa lutte contre les Soviétiques. Le monde entier semblait devoir plonger dans l'enfer de ce conflit. Les USA suivaient les événements qui se déroulaient loin d'eux. Bien que le pays se soit préparé à rejoindre les Alliés dans leur combat depuis un certain temps, ce n'est pas avant décembre 1941 que les événements conduisirent le président Roosevelt et le peuple américain à entrer en guerre. L'attaque de Pearl Harbor, tuant des milliers de soldats et décimant une partie de la flotte du Pacifique, marqua la fin de l'attentisme américain. La réaction de Washington fut immédiate. L'Empire du Soleil levant avait réveillé le géant endormi et ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Depuis l'attaque japonaise contre Pearl Harbor jusqu'aux batailles dans la jungle et les îles du Pacifique, ce DVD révèle les raisons de l'entrée tardive des USA dans le conflit contre les puissances de l'Axe et comment leur puissance militaire et économique ont redonné espoir en une fin victorieuse à tous ceux qui, partout dans le monde, se battaient pour la liberté. Les USA sont depuis longtemps réputés pour être une terre d'abondance. Des pépites d'or dans ses rivières, à ses vastes territoires riches en ressources naturelles et à ses industries prospères, les États-Unis donnaient l'image d'un pays puissant. Pour les immigrants qui affluaient, les USA étaient l'endroit où les rêves pouvaient devenir une réalité. Mais en dépit d'une abondance d'emplois, de territoires et de ressources, après la Première Guerre mondiale, même le grand pays de la liberté eut son lot de problèmes. Lorsque survint le krach de Wall Street en 1929, l'économie subit un coup d'arrêt dans son développement. Des files de nouveaux pauvres se formaient dans les rues, à la recherche du moindre travail. D'autres nations se retrouvèrent à leur tour plongées dans une période tourmentée, le monde devant faire face à ce qu'on a appelé la Grande Dépression. Les conséquences de ces problèmes économiques étaient ressenties de l'autre côté de l'Atlantique. En Europe, l'Allemagne, en situation déjà difficile, car obligée de payer les dommages de la Première Guerre mondiale, fut durement touchée. L'inflation y était galopante, l'économie gelée et des millions de personnes ruinées. La nation allemande fut plongée dans la pauvreté. Le mécontentement de la population constitua un terrain propice pour le parti nazi, conduit par Adolf Hitler, qui proclamait vouloir créer une nouvelle ère de prospérité et d'influence. Ces discours brillants interpellèrent le peuple allemand. Hitler reçut rapidement les rênes d'un pouvoir sans limite. En 1936, le dictateur nazi s'avéra un homme tenant ses promesses lorsqu'il donna l'ordre à ses troupes d'envahir la Rhénanie,
un territoire séparé de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Cette récupération territoriale lui permit de s'adjuger de précieuses matières premières indispensables à ses ambitions impérialistes. En moins de 3 ans, l'appétit de puissance d'Hitler avait amené les troupes nazies à se répandre en Europe. Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne marquait le début de la Seconde Guerre mondiale. En Europe occidentale, les unes après les autres, les nations tombaient comme des dominos sous le joug d'Hitler. Loin de là, dans le Pacifique, les Japonais lorgnaient les ruines des empires occidentaux. Leur royaume insulaire et étroit avait pris de plein fouet la crise économique qui avait englué le monde à la suite du krach de 1929. La valeur des avoirs japonais avait diminué des 2/3 et les banques avaient saisi de nombreuses sociétés. La valeur du yen continuait à chuter. Le Japon, disposant de peu de ressources naturelles, faisait face à une crise équivalente à celle que subissait l'Allemagne. Tout comme ce pays, le Japon avait commencé à se battre pour sa survie. Les propagandistes de l'extrême droite faisaient pression pour que la Mandchourie, à l'est de la Chine, soit envahie afin de s'emparer de matières premières indispensables à l'économie. En 1931, l'armée impériale japonaise effectuait ses tout premiers pas vers la création d'un grand empire oriental. Le chef du Front national chinois, Chiang Kai-shek, fit face à l'invasion et à partir de 1937, les batailles se transformèrent en campagne brutale de conquête de toute la Chine. À la fin de 1938, le Japon s'était emparé des 9/10 du réseau ferroviaire chinois et contrôlait tout le littoral chinois. Les villes chinoises avaient été dévastées par des bombardements japonais massifs. Rapidement, des récits de massacres et d'atrocités perpétrées par les Japonais en Chine finirent par atteindre l'Occident. Après que 5000 civils eurent été massacrés à Chongqing en mai 1939, les USA imposèrent les premières sanctions économiques contre le Japon. À une échelle globale, il s'agissait de jours sombres. L'expansionnisme nazi et japonais menaçait l'équilibre mondial. Bien que l'Amérique restât toujours campée sur sa politique de non-intervention, il lui devenait de plus en plus difficile de rester indifférent aux victoires à répétition remportées par les puissances émergentes allemandes et japonaises. Les choses se confirmèrent lorsque le Japon scella son alliance avec Adolf Hitler et le dictateur italien Benito Mussolini dans le cadre du pacte tripartite en septembre 1940. Il devenait évident que la politique neutraliste et de non-intervention du président américain Franklin Roosevelt ne devenait plus tenable, et il en avertit lui-même le peuple américain. Nous sommes déterminés à rester en dehors de tout conflit, mais nous ne pouvons pas ignorer les effets désastreux d'une guerre et les dangers encourus si nous y étions contraints. L'aide militaire et financière à la Chine fut augmentée. En octobre 1940, le décret pour l'entraînement et le service militaire fut ratifié par le Congrès afin de renforcer les forces armées. C'était la toute première fois que la conscription était mise en place aux USA. Tous les hommes de 21 à 36 ans pouvaient être appelés pour un service militaire de 12 mois. Si la guerre était déclarée, ils devaient servir leur pays pendant toute la durée du conflit. Devant l'obligation de protéger des territoires américains du Pacifique comme les Philippines, un programme fut également mis en œuvre pour augmenter la présence militaire dans la zone. En plus de l'envoi massif de troupes dans les mois qui suivirent, d'autres actions pour stopper l'expansionnisme japonais furent lancées.
À l'été 41, la Maison-Blanche prit la décision de geler les avoirs japonais afin de les empêcher d'acheter du pétrole aux USA. 80% de leurs importations de pétrole provenaient des USA. Cette nouvelle était un désastre pour le Japon. L'empereur Hirohito fut informé que les réserves de pétrole de son pays seraient épuisées en 2 ans, ce qui signifiait que la machine militaire japonaise ne serait alors plus capable de fonctionner. La situation se dégrada encore plus pour les Japonais lorsqu'ils apprirent que le Premier ministre britannique avait rencontré le président américain à bord d'un navire de guerre ancré à Terre-Neuve pour discuter de la situation en Europe et dans le Pacifique en août 41. Cette rencontre aboutit à la signature du traité de l'Atlantique qui prônait la liberté face à la peur et aux agressions, le désarmement des nations belliqueuses et stipulait que tout peuple avait le droit à l'autodétermination. Pour l'Occident, c'était un brouillon de plans dessinant le nouveau monde que les Alliés désiraient voir émerger après-guerre. Pour les Japonais, c'était le premier pas vers une domination du monde par les Anglo-Saxons. Même une déclaration de guerre formelle n'aurait pu être plus provocatrice. L'avenir devenant incertain pour le Japon, il fut décidé lors de la conférence impériale de Tokyo du 6 septembre 1941 que sans l'arrêt de l'aide politique et économique au gouvernement de la Chine nationaliste et la fin de l'embargo économique et pétrolier contre le Japon, les négociations cesseraient. L'échéance fut fixée à la mi-octobre, un temps que l'armée impériale mit à partie pour affiner son plan d'action. Ayant déjà envahi l'Indochine française, ils étaient bien placés pour lancer des attaques contre les colonies britanniques, hollandaises et américaines. De là, les militaires pouvaient occuper les territoires riches en matières premières comme l'étain et le caoutchouc et de nombreux autres. Mais plus important encore, ils étaient à portée de riches et exploitables approvisionnements en pétrole. La guerre se profilant à l'horizon, le peuple japonais était encouragé à supporter l'effort de guerre contre l'Occident, présenté comme un combat pour la grande sphère de coprospérité de l'Asie orientale. C'était, selon la propagande, une initiative qui avait pour objectif de libérer les peuples du sud-est asiatique et de la Chine de la domination occidentale. Il serait sous la protection du Japon qui ferait régner la justice et les bonnes mœurs dans l'ensemble de ce nouvel espace asiatique. Les principes de cette sphère de coprospérité apparaissaient nobles et justes. Mais dès que la guerre commença, la réalité apparut bien différente. Les populations civiles de toute l'Asie découvrirent que la brutalité des Japonais était beaucoup plus redoutable que l'impérialisme occidental qui dominait ces pays depuis longtemps. Les horreurs de la guerre allaient effacer sans tarder toutes les illusions sur les honorables intentions du Japon. Le conflit devenant inéluctable, tous les Japonais ne se réjouissaient pas d'y entrer. Le premier ministre japonais, Fumimaro Konoe, avait un temps soutenu la notion de sphère de coprospérité. Mais le conflit se prolongeant en Chine, il s'inquiétait d'une guerre sur 2 fronts qui pourrait s'avérer impossible à remporter et préférait donc poursuivre les négociations avec les USA. Il fit pression pour qu'on organise un sommet avec le président Roosevelt afin de discuter des problèmes et surtout de laisser à quai les partisans de la guerre ouverte en trouvant une solution pacifique. Mais Roosevelt refusa de le rencontrer tant que le Japon n'aurait pas quitté la Chine. Pour les militaires japonais, le concept de retraite n'était même pas digne d'être envisagé car ils considéraient une telle solution humiliante pour la gloire de l'Empire. Les approvisionnements en pétrole diminuaient et l'échéance de la mi-octobre approchait. Un compromis semblait bien loin d'être atteint.
Impatiente de commencer à conquérir de nouveaux territoires dans le Pacifique, la machine militaire japonaise poussait à l'entrée en guerre. Le 14 octobre, le ministre des Armées, Hideki Tojo, annonça que les négociations avaient échoué et l'échéance pour un accord désormais passée. Rien ne pouvait plus être entrepris pour éviter la guerre contre l'Occident. Konoe, conscient de son incapacité à négocier un accord, n'avait d'autres options que de démissionner. Le 18 octobre, le général Tojo, partisan de la solution armée, remplaça Konoe. Les militaristes avaient désormais un contrôle total du Japon. Le temps de la négociation était terminé et la guerre était sur le point de commencer. De tout temps, les Japonais étaient renommés pour leur combativité et les guerriers samouraïs avaient solidement ancré l'idéal du Bushido chez les soldats. Un vrai guerrier japonais ne devait pas avoir peur de la mort, ni de la douleur, ni de la défaite, dans le seul but de servir son maître. Mais, même avec cet extraordinaire courage, le combat s'annonçait comme un défi. Les USA disposaient d'une force navale importante et d'une armée puissante. L'amiral de la flotte japonaise, Isoroku Yamamoto, était bien conscient de l'adversaire contre lequel son pays allait se dresser. Il savait qu'en commençant une guerre contre l'Amérique, l'armée impériale allait être face à des défis plus importants que de simplement encercler leurs avant-postes. Yamamoto avait étudié à l'université d'Harvard et avait passé du temps comme attaché naval aux USA. Il était l'un des rares commandants japonais qui connaissaient et avaient une juste notion de la puissance navale des USA. Il annonça à son gouvernement en des termes clairs ce que devait être la marche à suivre et déclara « Il ne sera pas suffisant de s'emparer de Guam et des Philippines ou bien même d'Hawaï et de San Francisco. Pour rendre la victoire certaine, nous allons devoir marcher sur Washington et imposer un armistice à la Maison-Blanche. » Mais en dépit de ses inquiétudes bien fondées concernant un combat contre une nation si forte, Yamamoto, loyal à son empereur, commença à chercher le meilleur moyen de vaincre l'US Navy. En octobre 1940, il avait pris connaissance du bombardement de la flotte italienne basée à Tarente, avec des torpilles spécialement conçues pour les eaux peu profondes de la baie italienne. Il s'agissait de la toute première attaque de ce type. Ce fut une véritable inspiration pour l'amiral japonais. Il réalisa que, plutôt qu'attendre les destroyers américains au milieu du Pacifique, les avions japonais pouvaient être engagés dans une attaque surprise contre la flotte américaine pour la détruire avant même qu'elle ne commence à naviguer. Au printemps 41, les pilotes de l'aviation embarquée japonaise commencèrent l'entraînement à des tactiques spéciales qui allaient s'avérer essentielles dans le plan d'attaque de Pearl Harbor à Hawaï. À l'automne, Tojo venait d'être élu Premier ministre. Yamamoto comprit qu'il n'était plus possible de faire demi-tour. Au début du mois de novembre, il désigna le vice-amiral Chuichi Nagamo comme commandant de la mission et fixa une date pour l'attaque, le 7 décembre 1941. Un peu plus tôt, à Washington, le président Roosevelt s'était inquiété de la dégradation des relations avec le Japon et le risque que cela posait pour les territoires américains dans le Pacifique. Il décida donc de déplacer la flotte américaine de sa base de Californie à Hawaï, où elle serait mieux placée pour intervenir. Sur la plus grande île de l'archipel, à Pearl Harbor, les marins profitaient du soleil et des plages sans savoir qu'ils étaient plus près qu'ils ne l'avaient imaginé des menaces qui se préparaient de l'autre côté de l'océan. Les services de renseignement occidentaux firent des découvertes troublantes. Le 18 novembre 1941, l'US Navy déchiffra un code secret leur permettant de décrypter les informations envoyées aux ambassadeurs japonais à Washington.
Il révélait qu'en cas d'urgence, des alertes codées seraient transmises au milieu des infos radiophoniques quotidiennes japonaises. Vent du Nord nuageux signifiait la guerre avec l'Union soviétique. Vent d'Ouest, temps clair, la guerre avec l'Angleterre et ses colonies. Et vent d'Est, temps pluvieux, la guerre avec les USA. Si les délégués japonais en terre étrangère entendaient ces rapports météo, ils avaient ordre de détruire tous les livres de code. Les services de renseignement étaient à l'écoute, guettant les messages qui les alerteraient d'une offensive, alors même que les navires qui allaient lancer l'attaque contre Pearl Harbor quittaient les ports japonais. Ils fonçaient vers un point de rendez-vous près des îles Kuril, au nord du Japon. Les mouvements des navires étaient surveillés, mais les services de renseignement qui suspectaient une attaque dans le Pacifique n'avaient aucune idée du terrible danger qui guettait la flotte américaine. Pendant ce temps, les discussions diplomatiques continuaient entre le Japon et les USA, et le 20 novembre, l'ambassadeur japonais Nomura présenta l'ultimatum final du Japon au secrétaire d'État Cordell Hull, demandant la fin de l'embargo sur les approvisionnements en pétrole pour le Japon et la cessation de l'aide à la Chine. Hull refusa et une fois de plus exigea le retrait des troupes japonaises de Chine. Les négociations étant dans l'impasse, le 26 novembre 1941, la force japonaise, comprenant 6 porte-avions et 24 navires de soutien, quittèrent Tonkanbe dans les îles Kuril dans le plus grand secret. Gardant le silence radio pour éviter la détection, ils traversèrent le Pacifique Nord en évitant les routes maritimes habituelles, droit sur leur destination, 300 km au nord-ouest d'Hawaï. C'était de là que le raid contre Pearl Harbor allait être lancé. Ayant reçu la réponse de Cordell Hull le 1er décembre, l'empereur japonais Hirohito tint un conseil impérial pour annoncer sa décision d'entrer en guerre contre les États-Unis. Le temps des négociations étant terminé, le Japon était désormais prêt à la guerre. Le jour suivant, l'amiral Yamamoto envoya un message codé depuis sa base d'Hiroshima au vice-amiral Nagumo, le commandant de la flotte japonaise, lui ordonnant de lancer l'attaque le 7 décembre. Les services de renseignement tentaient toujours désespérément de décrypter les communications lorsque les diplomates japonais de Washington, de Londres, de Manille, de Hong Kong et Singapour reçurent l'ordre de brûler leurs codes. Ceci ne signifiait pas seulement que les relations diplomatiques devenaient tendues, mais que la guerre était sur le point de commencer. Et pour les Alliés, la plus importante des questions était où ? Les Britanniques et les Américains attendaient les premières agressions en Extrême-Orient. En Allemagne, les nazis jubilaient à l'idée d'une attaque japonaise contre les territoires alliés. Le ministre des Affaires étrangères, von Ribbentrop, confirma à l'ambassadeur japonais à Berlin que Hitler allait soutenir son allié du pacte tripartite et déclarer la guerre aux USA dès que le Japon serait entré en guerre. Tokyo informa à son tour Berlin que le temps de la guerre va arriver plus rapidement que vous n'en avez jamais rêvé. Roosevelt était bien conscient que l'espoir d'une conclusion pacifique aux négociations entre le Japon et l'Amérique était plus que ténu. Il pouvait cependant difficilement imaginer qu'une attaque aérienne à grande échelle était sur le point d'avoir lieu. Inconscient de la présence d'une force d'attaque proche d'Hawaï, le 6 décembre, le président américain fit un dernier appel pour la paix auprès de l'empereur Hirohito. Il n'y eut aucune réponse. Mais plus tard, ce même jour,
les renseignements US interceptèrent un message japonais en 14 parties et en décryptèrent les 13 premières. Ce message révélait que l'offre du secrétaire d'État Hull avait été rejetée. Mais le message était incomplet, et ce n'est que le lendemain que la cruciale 14e partie leur parvint. Pendant ce temps, la vie à Hawaï était normale. Les marins américains étaient à terre, profitant de leur paradis tropical en jouant au football et au golf. Pendant la nuit du 6 décembre, les marins s'amusaient dans les bars et les clubs. Ils étaient nombreux à danser au son des musiciens de la marine dans un grand concours d'orchestre. Debout jusqu'à l'aube, la plupart n'étaient pas prêts à affronter le combat qui se préparait. Aux premières lueurs du jour, les premiers signes d'alerte apparurent à l'horizon. À 4h50, au matin du dimanche 7 décembre, des sous-marins de poche entrèrent discrètement dans la baie, mais furent repérés. L'alerte générale ne fut cependant pas lancée. À Washington, la tension grimpait car le général George Marshall, conseiller militaire de Roosevelt, avait reçu la 14e partie du message de Tokyo enfin décodée. Elle confirmait que les négociations avec le Japon étaient closes. Le département de la guerre US envoya un message d'alerte à Pearl Harbor. Mais des problèmes de radio retardèrent le message et, tragiquement, l'alerte arriva trop tard. Washington savait que les hostilités étaient sur le point de commencer de l'autre côté du Pacifique, et les événements allaient le confirmer. Des navires japonais chargés de 5000 soldats, vétérans des batailles de Chine, approchaient de la Malaisie aux mains des Anglais. Les soldats débarquèrent sur les plages d'une terre appartenant aux Alliés. La guerre contre l'Occident commençait. La furie japonaise déferla sur le Pacifique. À 6h15, le vice-amiral Nagumo reçut l'ordre de lâcher ses avions. Les porte-avions tanguaient et roulaient sur une mer formée. La première vague de 183 chasseurs, bombardiers et avions torpilleurs, commandés par le capitaine Mitsuo Fuchida, décolla. L'importante formation comprenait des bombardiers qui devaient attaquer les cuirassés et les porte-avions, suivis de bombardiers en piqué qui devaient attaquer les avions stationnés sur les aérodromes et les hangars de Fort Island et Wheelerfield. Ensuite, les chasseurs japonais devaient détruire les avions sur les aérodromes avant qu'ils ne puissent décoller pour défendre le port. Utilisant la musique émise par une station radio de Honolulu comme aide à la navigation, les pilotes se rapprochaient de leur cible. Sur la base navale d'Hawaï, l'alerte n'avait toujours pas été lancée et tout le monde dormait, profitant d'un dimanche matin paisible. À la grande surprise de ceux qui se trouvaient dans le port, juste avant 8 heures, la première vague d'assaut japonaise surgit du ciel et le calme disparut. Le commandeur Logan Ramsey du centre de commandement de Fort Island lança l'alerte. « Raid aérien contre Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice. »
les chasseurs japonais étaient déjà au-dessus des bases de Hickam et de Wheeler, conformément aux ordres de Fushida. Les Américains, persuadés qu'il n'y avait pas de menace imminente, n'avaient pas fait beaucoup d'efforts pour se préparer à une éventuelle attaque. Les avions étaient parfaitement alignés sur les tarmacs, ailes contre ailes. Les dépôts de munitions étaient fermés, et même les armes qui auraient pu servir pour se protéger contre les avions étaient sans soldats pour les utiliser. Une pluie de bombes tombait sur les aérodromes, et les Japonais avaient du mal à croire à leur chance, car l'effet de surprise, si important pour le plan de Yamamoto, était total. Il n'y avait aucun filet anti-torpille pour protéger les navires américains, et alors que les vagues de bombardiers s'approchaient de la flotte, les torpilles, mises au point pour filer dans les hauts fonds de Pearl Harbor, frappèrent leurs cibles les unes après les autres. Parmi les 90 navires ancrés à Pearl Harbor, les objectifs principaux des Japonais étaient les vaisseaux ancrés au ponton des cuirassés le long du rivage sud-est de Fort Island. Les avions hurlaient dans le ciel, touchant leur cible avec précision, et les hommes à bord des navires se réveillèrent en sursaut au cœur du tumulte, de la fumée, du feu et des explosions assourdissantes. Les cuirassés n'avaient que peu de chance d'arriver à se défendre, et dès les premières minutes de l'attaque, les 7 navires ancrés là avaient été touchés ou torpillés. 2 coulèrent, tandis que l'USS Arizona explosa dans une immense gerbe de feu après qu'un obus perforant ait mis le feu aux réserves de munitions à l'avant du navire. Quelques hommes réussirent à sauter par-dessus bord et à nager pour se mettre à l'abri. Le navire était ravagé par les flammes, et plus de 1000 marins furent tués, y compris l'un des orchestres qui avait joué la nuit précédente lors du concours. Les pertes en hommes de l'USS Arizona représentèrent la moitié des Américains tués à Pearl Harbor. La base navale était plongée dans le chaos. 30 minutes après la première attaque, il y eut un court répit avant qu'une seconde vague d'avions japonais n'apparaisse au-dessus de la baie. Alors, tout autour de Pearl Harbor, les civils qui avaient pensé dans un premier temps que les explosions étaient dues à des manœuvres militaires comprirent qu'ils étaient attaqués. L'effet de surprise était passé et les troupes américaines savaient à quoi ils devaient faire face. La DCA commença à riposter. Certains marins usèrent de leurs pistolets mitrailleurs et même de leurs revolvers pour combattre les chasseurs bombardiers qui les noyaient sous une pluie de bombes. De nombreux soldats allaient se distinguer. L'un d'eux fut Doris Miller, un serveur du mess de l'USS West Virginia. Bien que sans entraînement, il s'empara d'une des mitrailleuses anti-aériennes et commença à tirer sur les avions japonais jusqu'à épuisement de ses munitions. En dépit de la bravoure de Miller et de tous ceux qui combattirent ce jour-là, les pertes chez les pilotes de Nagumo ne peuvent être comparées au terrible bilan chez les Américains. Vers 10 heures, le ciel du port hawaïen redevint silencieux, 2 heures après le début de l'attaque. Un vent mauvais avait dévasté Pearl Harbor. Les infirmières et les médecins se démenaient pour tenter de sauver les blessés, mais il était évident que la flotte américaine avait été durement touchée. Plus de 2200 Américains avaient été tués, y compris un certain nombre de civils. Plus de 21 navires avaient été coulés ou mis hors de combat, et environ 200 avions détruits, et 150 endommagés alors qu'ils étaient au sol.
Pratiquement, aucun n'avait réussi à décoller pour défendre la base. Les États-Unis auraient pu déplorer des pertes encore plus lourdes si les officiers de Nagumo avaient été au bout de leur plan. Quand la seconde vague d'avions quitta Hawaï, ils réclamèrent une troisième vague d'attaque pour détruire les capacités de réparation de la flotte américaine et les immenses réserves de pétrole qui étaient restées intactes. Mais l'amiral Yamamoto, tenant compte du manque probable en carburant des appareils et craignant des représailles de la part des bombardiers américains, donna l'ordre à ses navires de faire demi-tour et de rentrer à leur base. Ce fut une décision qui s'avéra lourde de conséquences pour le Japon, car une grande partie des navires du ponton des cuirassés put être réparés et ensuite prendre part à la bataille contre le Japon dans le Pacifique. En plus de l'erreur de ne pas avoir ordonné un troisième raid, il y eut un autre accroc d'importance dans le plan de Yamamoto. En effet, les 3 porte-avions de la flotte du Pacifique, le Lexington, l'Entreprise et le Saratoga, n'étaient pas à quai lors du raid. L'USS Enterprise, sous le commandement de l'amiral Bill Astley, était en train de livrer des avions sur la base de l'île de Wake, à 500 km à l'ouest d'Hawaï. Astley devint furieux quand il apprit l'attaque, et après avoir fait le serment de venger les Américains morts ce jour-là, il passa les 3 jours suivants à poursuivre les Japonais dans le Pacifique. À Washington, la nouvelle de l'attaque de Pearl Harbor parvint à Roosevelt et au secrétaire d'État Cordell Hull. Yamamoto avait voulu suivre les règles militaires en donnant un avertissement de la bataille à venir. Il ordonna aux ambassadeurs japonais d'apporter un message à la Maison-Blanche vers 1h du matin pour dire que les négociations avaient échoué. Cela correspondait à 7h du matin à Hawaï, laissant ainsi 1 heure de délai aux Américains. Mais le message arriva avec 1 heure de retard, et lorsque Nomura présenta le document, les avions japonais étaient déjà au-dessus de la base navale. Le secrétaire d'État Hull était furieux et déclara « Au cours de mes 55 ans de service public, je n'ai jamais vu un tel document aussi rempli d'infamie, de mensonges et de manipulations. » Le public américain ne tarda pas à se joindre au secrétaire d'État dans sa colère lorsqu'ils apprirent la perfide attaque par la radio. Les nombreux programmes populaires du dimanche après-midi furent interrompus pour annoncer les événements tragiques de Pearl Harbor. La nouvelle stupéfia et déclencha la fureur des Américains. Toute la nation se retrouva unie derrière son président. Les USA étaient prêts à la guerre. Le 8 décembre 1941, alors que la foule se massait autour de la Maison-Blanche, le moment que les Alliés attendaient arriva. Le président Roosevelt fit un discours diffusé dans le monde entier. Désormais, le conflit devenait véritablement mondial. J'affirme que non seulement nous nous défendrons jusqu'au bout, mais que nous ferons tout pour que ce genre de trahison ne puisse plus jamais nous menacer. Le Sénat américain fut unanime dans la décision d'entrer en guerre contre le Japon. La détermination à venger l'attaque de Pearl Harbor s'était généralisée dans tous les États-Unis. Le mouvement anti-guerre et isolationniste s'effondra. Même le plus critique envers le président Roosevelt, Charles Lindbergh, déclara « Notre pays a été attaqué à la force des armes et nous devons répliquer à la force des armes. » Les bureaux de recrutement étaient submergés de candidats, motivés par les mots du président. Le pays se pressait pour mobiliser ses troupes. La nouvelle de l'agression japonaise et la déclaration faite par Roosevelt eurent aussi un impact sur les combats qui faisaient rage en Europe. Sur le front Est, les troupes allemandes avançaient sur Moscou.
Il devait affronter l'armée rouge qui combattait vaillamment pour défendre sa capitale. La température était passée en dessous de zéro. Des milliers d'Allemands tombèrent, victimes du terrible hiver russe. Pour Hitler, c'était le pire moment pour être entraîné dans un nouveau conflit contre une nouvelle nation, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un pays aussi puissant que les USA. Cependant, le 11 décembre 1941, Adolf Hitler honora les accords tripartites avec le Japon et déclara la guerre à l'Amérique. Depuis le Reichstag de Berlin, il insulta violemment le président Roosevelt dans son discours, l'accusant du déclenchement de la guerre en 1939 et même d'avoir prévu d'envahir l'Allemagne. Confiant du renfort de l'Empire japonais, il annonça fièrement que l'Allemagne ne pouvait pas perdre une guerre avec un allié qui n'avait jamais été envahi en 3000 ans. Ce qu'annonçaient fièrement les Japonais. Les espoirs du leader nazi étaient assez naïfs et sa décision de prendre les armes contre les USA allait ultérieurement conduire ses rêves d'un Reich millénaire à l'effondrement et la destruction de celui-ci. Les Allemands avaient de quoi être effrayés par la décision d'Hitler, mais le troisième membre de l'Axe, le dictateur italien Benito Mussolini, déclara à son tour la guerre à l'Amérique en se tenant fièrement à son balcon au-dessus de la Piazza Venezia à Rome. Alors que la foule applaudissait, il ajouta que les puissances du pacte d'acier étaient déterminées à gagner et que les forces de l'Axe, le Japon, l'Allemagne et l'Italie, s'étaient enfin unies face à l'Amérique, à l'Angleterre, à la France et à leurs alliés. Le monde était entré dans un conflit véritablement mondial et dangereux. Pour les Britanniques qui combattaient contre la puissance et la terreur nazie depuis plus de 2 ans, que l'Amérique entre en guerre représentait un immense espoir. Il existait enfin une vraie possibilité pour que les Alliés puissent finalement défaire les puissances de l'Axe et que les frontières de l'Europe soient reconstruites. Il ne fait aucun doute que la nouvelle fut reçue avec joie par ceux qui vivaient en Europe occupée, mais comme pour les Britanniques, malgré cette grande bouffée d'espoir, il n'en restait pas moins que, désormais, il y avait un nouvel ennemi, le Japon. Ses troupes commençaient leurs avancées dans le Pacifique. Les territoires sous contrôle de l'Empire britannique étaient sérieusement menacés. Après l'invasion de la Malaisie, la Royal Navy avait envoyé le HMS Repulse et le HMS Prince of Wales, 2 navires de combat de valeur depuis Singapour pour venir en soutien. Les Japonais les interceptèrent sur leur trajet. Le 10 décembre, une attaque aérienne détruisit et coula les 2 navires. Le Premier ministre Winston Churchill reçut la triste nouvelle et sa peine était visible lorsqu'il déclara « Sur ce large océan, le Japon règne en maître et nous, partout, sommes faibles et nus. » Il n'y avait pas de doute à avoir sur la gravité de la situation future de l'Empire britannique. Les Japonais marchaient sans opposition en Malaisie et les premiers postes avancés furent attaqués. Le 11 décembre, les Japonais envahirent le territoire britannique de Birmanie depuis leur place forte de Thaïlande et 2 jours plus tard, tracèrent leur chemin vers Bornéo. Les nouvelles d'Extrême-Orient étaient plus inquiétantes de jour en jour. Les troupes japonaises avançaient en s'approchant des précieuses colonies de Hong Kong et Singapour sans que rien ne puisse sembler être capable de les retenir. Les inquiétudes de Winston Churchill à propos de l'Empire arraché aux mains britanniques était désormais une réalité indéniable. Aux USA, le président Roosevelt était également inquiet du sort des territoires américains en Extrême-Orient. 9 heures après les premières frappes à Pearl Harbor, les Japonais commencèrent à bombarder la base américaine aux Philippines, qui fut encore plus touchée que ne l'avait été Pearl Harbor. Les Japonais avaient conquis la maîtrise du ciel au-dessus des îles. Des milliers de soldats commencèrent alors à envahir les plages du nord et les golfes de la côte occidentale.
Le défi qui attendait les troupes américaines et philippines, inexpérimentées et mal équipées, était pour le moins impressionnant. Mais ils tentèrent de se défendre comme ils le purent contre les troupes japonaises, elles, très aguerries. Les Philippines étaient d'une importance vitale pour les Japonais, car en s'emparant de cette île-nation, ils empêchaient tout simplement les Américains de l'utiliser comme base pour leurs opérations. Bien plus important encore, avec ce chapelet d'îles sous ses ordres, le commandement impérial pouvait contrôler toutes les voies de communication entre les Philippines et les autres territoires que les Japonais occupaient dans la région. Ceci consolidait la puissance de leur position et représentait une étape parfaite de plus pour atteindre les Indes néerlandaises. Car c'est sur ce territoire hollandais que se trouvaient les précieuses réserves de pétrole. En quelques semaines, les Japonais effectuèrent une percée pour s'emparer de cet approvisionnement dont ils avaient si désespérément besoin afin d'assurer le succès de leur campagne militaire. Les troupes japonaises avançaient à l'intérieur des terres et le commandement américain, conduit par le général Douglas MacArthur, en charge de la défense des Philippines, se préparait à résister avec toutes les forces qu'il pouvait rassembler. Mais l'ennemi progressait vers la capitale, Manille, et la situation était de plus en plus difficile. Les forces alliées reculaient sur la péninsule de Bataan et les postes avancés étaient déjà tombés aux mains japonaises. Après un bombardement aérien le 8 décembre, une force d'invasion importante déferla sur Guam, prenant l'avantage sur la résistance des troupes stationnées sur l'île. Vers le jour de l'an, ce fut au tour de l'île de Wake de tomber. Les USA perdaient ainsi rapidement leur pied-à-terre du Pacifique. Les troupes japonaises progressaient dans tout le sud-est asiatique. Rien ne pouvait stopper leur machine de guerre conquérante. Même l'Inde et l'Australie allaient être bientôt menacées par les Japonais. À ce stade, la décision de l'amiral Yamamoto de rappeler ses navires de Pearl Harbor avant de lancer une troisième et, le pensait-il, décisive vague d'assaut contre la flotte US s'avéra rapidement être une erreur fondamentale. La fumée stagnait toujours sur Pearl Harbor. Les opérations de réparation et de renflouement des navires endommagés par l'attaque surprise avaient déjà commencé. Étonnamment, seuls l'USS Arizona, l'Utah et l'Oklahoma étaient irrécupérables, alors que le reste de la flotte allait rapidement être prête à prendre part au combat dans le Pacifique pour reconquérir les territoires perdus et venger les morts américains. Les navires étaient sortis des eaux de Pearl Harbor, mais la question était sur toutes les lèvres des Américains. Pourquoi les responsables de la base navale n'étaient-ils pas mieux préparés? Des boucs émissaires furent rapidement trouvés. Le commandant de l'armée américaine à Hawaï, Walter Short, ainsi que le commandant en chef de la flotte du Pacifique, Husband Kimmel, furent limogés et blâmés pour l'absence de plan de défense efficace en prévision d'une attaque japonaise. Le 17 décembre, l'amiral Chester Nimitz prit le commandement de la flotte. Son rôle dans la guerre du Pacifique allait être déterminant pour les Alliés. Des distinctions furent décernées à ceux qui avaient fait preuve de courage pendant l'attaque contre Pearl Harbor. Les décorés comptaient dans leur rang Doris Miller, qui devint aussi le premier noir américain à recevoir la Navy Cross. Les chefs alliés commencèrent à planifier leurs prochaines opérations dans leur lutte contre les forces de l'Axe. Le 22 décembre 1941, Winston Churchill s'envola pour Washington afin d'assister à la conférence Arcadia et discuter stratégie avec le président Roosevelt. La situation dans le Pacifique se détériorait quotidiennement. Ce que le Premier ministre craignait se déroulait comme il l'avait prévu.
les Japonais marchaient désormais sur Hong Kong. En dépit de la pression populaire pour venger les attaques japonaises de Pearl Harbor et des postes avancés, le gouvernement US estimait que d'autres problèmes devaient être traités préalablement. La priorité était de battre Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. Après la déclaration de guerre d'Hitler aux USA, une telle direction était d'autant plus politiquement acceptable. Churchill devait rester à la Maison-Blanche jusqu'en janvier. Mais tandis qu'on perfectionnait les stratégies et que les semaines passaient, les peuples du Pacifique réalisaient ce que la grande sphère de prospérité de l'Est asiatique, prônée par le gouvernement japonais, était en réalité, à savoir un univers de terreur. Après 17 jours de résistance, la bataille fut perdue à Hong Kong. Le jour de Noël 1941, le gouverneur de la colonie britannique se rendit aux Japonais. Pendant ce temps, la situation aux Philippines ne s'améliorait pas non plus. Le lendemain de la chute de Hong Kong, Manille fut déclarée ville ouverte. « 1941 touchait à sa fin et les principales puissances militaires du monde étaient face à face dans une guerre de territoire sans concession. Lors des 4 années à venir, des millions d'hommes allaient s'affronter sur terre, sur mer et dans les airs, dans les villes et dans la jungle. Pour Roosevelt et Churchill, le combat était celui de la démocratie contre la tyrannie. De plus en plus de colonies du Pacifique tombaient, de plus en plus d'hommes étaient faits prisonniers et les premiers mois de 1942 allaient montrer de quelle tyrannie étaient capables les Nippons. Une fois l'immense machine militaire américaine lancée dans la bataille et que ses GIs déferlèrent dans le Pacifique et sur l'Europe, la Seconde Guerre mondiale allait devenir véritablement globale. Et pourtant, pour la première fois depuis le déclenchement des hostilités, les Alliés avaient une véritable chance de stopper définitivement Hitler et les forces de l'Axe. Le Pacifique était maintenant plongé dans la tourmente. Pearl Harbor n'avait été que le commencement d'un conflit dans lequel les plus terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale allaient être disputées. Mais si le petit empire japonais avait réussi des miracles dans son combat contre les géants occidentaux, dès l'hiver 1941, l'amiral Yamamoto, l'homme qui avait imaginé l'attaque contre Pearl Harbor, savait que les rêves d'un empire japonais allaient bientôt être contrecarrés et que leur guerre était déjà perdue.